Comment une organisation censée gérer le football est-elle devenue l'un des systèmes économiques les plus puissants de la planète? Et surtout, comment un homme, arrivé dans un contexte de crise, a-t-il réussi à transformer la FIFA en une véritable machine à milliards? Pour comprendre, il faut revenir à un moment précis, 2016. La FIFA traverse l'une des périodes les plus sombres de son histoire. Scandale de corruption, crise de crédibilité, départ de Sepp Blatter, l'institution est fragilisée. Son image est atteinte. Sa légitimité est remise en question. Et c'est dans ce contexte que Gianni Infantino accède à la présidence. Un profil atypique, ni ancien joueur star, ni icône médiatique, mais un juriste, stratège et surtout un homme profondément ancré dans les rouages du football européen. Avant la FIFA, il évolue à l'UEFA. Il y gère notamment les compétitions, les droits télévisés et les mécanismes de distribution financière. Autrement dit, il comprend déjà parfaitement une chose essentielle. Le football moderne n'est pas seulement un sport, c'est une industrie. Ce que peu de gens comprennent, c'est que la FIFA ne gagne pas de l'argent comme un club. Elle ne vend pas de billets chaque semaine. Elle ne dépend pas de résultats sportifs. Son modèle est différent, plus discret, mais potentiellement beaucoup plus puissant. Et à ce moment précis, Infantino va exploiter ce modèle à un niveau jamais atteint. Gianni Infantino n'est pas arrivé au sommet par hasard. Né en Suisse, d'origine italienne, il suit un parcours académique classique. Droit, langue, international. Mais très vite, il se spécialise dans un domaine précis, la régulation et l'organisation du football. À l'UEFA, il devient un acteur central dans la gestion des compétitions européennes. Il participe à la structuration de la Ligue des Champions, à la négociation des droits télévisés, à la distribution des revenus entre clubs. Et c'est là que tout commence. Car ces droits télévisés deviennent progressivement le cœur économique du football. Plus l'audience augmente, plus la valeur des compétitions explose. Et Infantino comprend une chose essentielle. Le produit, ce n'est pas seulement le match, c'est l'événement, c'est la rareté, c'est l'exclusivité. Transformation en machine économique. Lorsqu'il arrive à la FIFA, il hérite d'un modèle déjà puissant, mais encore sous-exploité. Historiquement, la FIFA génère l'essentiel de ses revenus autour d'un événement principal, la Coupe du Monde. Un cycle de 4 ans. Un pic de revenus suivi d'une longue période plus calme. Mais Infantino va changer cette logique. Il va transformer un modèle ponctuel en système continu. Et cela passe par plusieurs décisions stratégiques. D'abord, l'expansion. Augmenter le nombre d'équipes dans certaines compétitions. Créer plus de matchs, plus de visibilité, plus de contenu. Ensuite, la diversification. Multiplier les tournois. Développer le football féminin. Investir dans les compétitions de jeunes. Mais aussi renforcer la présence mondiale. Et derrière ces décisions sportives, il y a une logique économique très claire. Plus de compétition signifie plus de droits télévisés, plus de sponsors, plus de revenus. Et à ce moment précis, tout change. La FIFA ne se contente plus d'organiser, elle structure un écosystème. Elle devient un acteur central dans la distribution mondiale du football. Et surtout, elle renforce son pouvoir de négociation. Car dans ce système, les diffuseurs, les sponsors, les partenaires n'achètent pas simplement des matchs. Ils achètent une audience mondiale, des milliards de téléspectateurs,
une visibilité incomparable. Et c'est là que la machine commence réellement à s'emballer. Selon plusieurs rapports financiers publiés au fil des années, les revenus de la FIFA ont connu une croissance significative sous l'ère Infantino. Sans ancrer dans des chiffres absolus, souvent variables selon les cycles, les estimations évoquent plusieurs milliards générés sur chaque cycle de Coupe du Monde. Et cette croissance repose sur trois piliers principaux: les droits télévisés, les partenariats commerciaux et les droits marketing. Les droits télévisés. C'est le cœur du système. La Coupe du Monde est l'événement sportif le plus regardé au monde. Chaque édition attire une audience cumulée massive, et cette audience se transforme directement en valeur. Les diffuseurs paient des montants extrêmement élevés pour obtenir l'exclusivité. Et avec l'expansion des marchés, notamment en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient, cette valeur ne cesse d'augmenter. Les sponsors. Ensuite viennent les partenariats, des marques internationales qui cherchent une exposition globale. La FIFA propose exactement cela, une visibilité dans presque tous les pays, une association avec l'événement le plus universel. Et sous l'ère Infantino, cette stratégie est renforcée. De nouveaux partenaires apparaissent, de nouveaux marchés sont ciblés, et la dépendance à quelques sponsors historiques diminue progressivement. Les droits marketing. Enfin, il y a les droits d'image, les licences, les produits dérivés, le numérique. Autant de sources de revenus souvent sous-estimées, mais en croissance constante. Car aujourd'hui, le football ne se consomme plus uniquement à la télévision. Il se vit sur les réseaux sociaux, sur les plateformes digitales, sur les jeux vidéo. Et la FIFA s'adapte à cette évolution. Contrairement à un joueur comme Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi, dont les revenus reposent en grande partie sur leurs performances individuelles et leur image personnelle, la FIFA, elle, repose sur un système collectif, un produit global, une plateforme. Et Gianni Infantino n'est pas une star au sens classique, mais son influence économique dépasse celle de nombreux acteurs du terrain. Montée de tension. Mais ce que peu de gens voient, c'est que cette transformation ne concerne pas uniquement les revenus. Elle touche aussi à la structure même du football mondial, à la répartition des richesses, au pouvoir des institutions, aux équilibres entre continents. Et derrière cette croissance spectaculaire se cachent des choix stratégiques, des décisions controversées, des paris risqués. Car transformer la FIFA en machine à milliards n'est qu'une partie de l'histoire. La vraie question est ailleurs. Comment cet argent est-il utilisé? Qui en bénéficie réellement? Et surtout, jusqu'où ce modèle peut-il aller? Dans la suite, on va entrer dans le cœur du système, les mécanismes invisibles, les stratégies financières les plus poussées et les décisions qui pourraient redéfinir l'avenir du football mondial. Très bien, on continue avec la même intensité, le même niveau d'analyse et de narration. Reprise, montée en tension. Mais le plus impressionnant reste à venir, car comprendre comment la FIFA génère des milliards n'est qu'une première étape. La vraie mécanique, celle que très peu de gens voient, se situe ailleurs, dans la manière dont cet argent circule, dans les décisions stratégiques qui redéfinissent l'équilibre du football mondial, et surtout dans la vision long terme portée par Gianni Infantino. Les business et entreprises, le cœur stratégique. Contrairement à un joueur ou à un club, la FIFA ne fonctionne pas comme une entreprise classique. Elle ne vend pas un produit unique. Elle contrôle un écosystème. Et c'est précisément là que réside sa puissance. Sous l'impulsion d'Infantino, la FIFA a progressivement renforcé ce contrôle en développant une logique proche d'un groupe multinational. D'abord, en consolidant ses partenariats globaux, des accords commerciaux structurés sur plusieurs années, parfois sur plusieurs cycles de Coupe du Monde.
Ces contrats ne sont pas simplement des accords de sponsoring. Ils sont conçus comme des alliances stratégiques, des marques internationales qui ne cherchent pas seulement de la visibilité, mais un accès direct à un public mondial. Ensuite, il y a la création et la valorisation de nouvelles compétitions. La Coupe du monde des clubs, par exemple, devient progressivement un produit stratégique, un événement capable de générer des revenus indépendants de la Coupe du monde classique. Et ce que peu de gens comprennent, c'est que ce type de compétition permet à la FIFA de lisser ses revenus, de ne plus dépendre uniquement d'un événement tous les 4 ans. Mais ce n'est pas tout. La FIFA investit aussi dans le numérique, plateformes de diffusion, contenus digitaux, stratégies sociales. L'objectif est clair, capter l'attention et la monétiser. Car dans l'économie moderne, l'attention est une ressource. Et la FIFA en possède une quantité immense. Revenus invisibles. Mais derrière ces stratégies visibles, il existe une autre couche, plus discrète, plus complexe. Les mécanismes de redistribution, les programmes de développement, les investissements dans les fédérations. Officiellement, ces flux financiers servent à développer le football mondial. Et dans une certaine mesure, c'est vrai. Mais ils jouent aussi un rôle stratégique. Ils renforcent l'influence de la FIFA. Ils consolident des alliances. Ils créent des dépendances. Et dans ce système, chaque décision financière devient aussi une décision politique. Style de vie comme outil de pouvoir. Gianni Infantino n'est pas une superstar médiatique comme un joueur. Son style de vie est beaucoup plus discret. Mais ce serait une erreur de penser qu'il n'a pas d'impact. Car dans les sphères dirigeantes, le pouvoir ne s'affiche pas de la même manière. Il se manifeste dans les lieux, dans les rencontres, dans les réseaux, des déplacements constants entre continents, des réunions avec des chefs d'État, des négociations avec des dirigeants d'entreprise. Ce style de vie, loin d'être ostentatoire, renforce une image précise, celle d'un homme au centre du système, un décideur, un intermédiaire incontournable. Et cette image a une valeur, car elle renforce la crédibilité, l'autorité, et donc la capacité à négocier. Analyse financière experte. Si l'on analyse le profil de Gianni Infantino, il ne correspond pas à celui d'un investisseur classique, ni à celui d'un entrepreneur traditionnel. C'est un stratège institutionnel. Son pouvoir ne repose pas sur des actifs personnels visibles, mais sur sa capacité à contrôler un système, à organiser des flux financiers massifs, à structurer un marché mondial. La diversification des revenus de la FIFA est aujourd'hui l'un des éléments clés de sa solidité. Droits télévisés, sponsoring, marketing, compétition secondaire, numérique. Chaque pilier renforce les autres et réduit la dépendance à une seule source. C'est une logique proche des grandes multinationales, mais appliquée à une organisation sportive. Vision long terme. Ce qui distingue réellement Infantino, c'est sa vision, l'expansion du football, l'augmentation du nombre de compétitions, l'intégration de nouveaux marchés, Afrique, Asie, Moyen-Orient, des zones où le potentiel de croissance est énorme, mais aussi des zones stratégiques, car plus le football se développe, plus la FIFA renforce sa position centrale et plus ses revenus peuvent croître. Dimension psychologique et stratégie cachée. Mais au-delà des chiffres, il y a une dimension humaine, une manière de penser, une approche. Infantino ne cherche pas à être une star, il cherche à contrôler le jeu, à comprendre les dynamiques de pouvoir, à anticiper les évolutions et surtout à prendre des décisions à long terme.
Certaines de ces réformes ont été critiquées, parfois contestées, mais elles répondent à une logique précise: augmenter la taille du marché, renforcer le contrôle, stabiliser les revenus. Ce détail change absolument tout, car dans ce modèle, le succès ne dépend pas d'un match, mais d'une structure, d'un système capable de générer de la valeur en continu. Mais tout n'est pas si simple, car cette transformation soulève aussi des questions sur la gouvernance, sur la répartition des richesses, sur l'équilibre entre sport et business. Car plus les enjeux financiers augmentent, plus les tensions apparaissent, entre clubs et fédérations, entre continents, entre intérêts économiques et valeurs sportives. Et c'est là que réside toute la complexité du modèle. Au final, Gianni Infantino n'a pas simplement dirigé la FIFA, il a redéfini son rôle: transformer une organisation sportive en une structure économique globale. Une machine capable de générer des milliards sans dépendre d'un terrain, mais aussi un système qui influence profondément l'avenir du football. Et si une chose est certaine, c'est que le football moderne ne se joue plus seulement sur la pelouse. Il se joue dans les décisions, dans les stratégies, dans les milliards. Appel à l'action. Si tu veux comprendre les coulisses du football business, les stratégies cachées et les histoires qui changent le sport, abonne-toi, parce que ce que tu vois sur le terrain n'est souvent qu'une petite partie de la réalité. Et crois-moi, les prochaines histoires sont encore plus impressionnantes.